Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Réaction de Guillaume Soro face à l'annonce du président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État a décidé de ne pas se représenter à la prochaine élection présidentielle. Une décision qui vise à séduire l'opinion publique internationale, selon l'ancien président de l'Assemblée nationale. Rencontre avec la musicienne kenyane Kassiva Mutua. L'artiste a su casser les codes en jouant du tambour, un instrument longtemps monopolisé par les hommes. Et enfin, son roman évoque la maltraitance dont sont victimes les femmes dans certaines communautés africaines. L'auteur Juliana Diédiou brise les tabous avec son ouvrage Un choix impossible entre chic, chèque et choc. En Côte d'Ivoire, les réactions fusent après l'annonce du président Alassane Ouattara. Le 5 mars dernier, le chef de l'État avait annoncé qu'il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce samedi 7 mars, c'est cette fois-ci l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui réagit. Il a déclaré que cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale pour obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci. Les précisions de Ange Bijonomegno. Guillaume Soro réagit à l'annonce du président ivoirien Alassane Ouattara. Dans une allocution faite sur les réseaux sociaux, l'ex-président de l'Assemblée nationale a minimisé la décision du président ivoirien de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Selon lui, cette annonce était destinée à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de la Constitution. On l'aura compris, cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale, à obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre Constitution pour asseoir le règne d'un clan ad vitam aeternam. Guillaume Soro insiste sur le fait qu'il est bel et bien candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2020. Exilé en France depuis décembre suite à un mandat d'arrêt des autorités ivoiriennes, il a appelé de nouveau à des élections inclusives et à la mise en place d'une commission électorale consensuelle. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, les hommes politiques apprennent à rentrer dans le sens de l'histoire. Je pense que le président Alassane Ouattara a été clair. Je crois que c'est une très bonne chose et il faut saluer cette déclaration. Quant à M. Guillaume Soro, qui veut être un acteur de la vie politique ivoirienne, qu'il apprenne aussi à reconnaître les mérites de celui qui est au pouvoir. Parce que si lui, demain, il devient président de la République, est-ce à dire que lui, tout ce qu'il fera devait être dénoncé par tout le monde? Les partis de l'opposition ivoirienne ont également rejeté le projet de révision de la Constitution. Ils ont toutefois salué la décision du président de la République de ne pas briguer un troisième mandat lors du prochain scrutin présidentiel qui aura lieu le 31 octobre 2020. Et le président Alassane Ouattara prépare déjà sa succession. Ce dimanche 8 mars, le chef de l'État ivoirien a reçu son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et plusieurs membres de son parti, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une réunion pour organiser le prochain comité politique du parti, prévu le 12 mars prochain. L'objectif sera de définir les modalités de désignation d'un candidat à l'élection présidentielle, prévue le 31 octobre 2020. Comme successeur, le président Alassane Ouattara envisage de passer le flambeau à son premier ministre. Amadou Gon Coulibaly avait débuté sa carrière à la direction du contrôle des grands travaux. Repéré par le chef de l'État ivoirien, alors que celui-ci n'était que premier ministre, Amadou Gon Coulibaly est devenu son secrétaire général à la présidence en 2011. Il accède au poste de premier ministre en 2017. La Côte d'Ivoire mobilise plus de 121 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une opération effectuée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité. Public le 6 mars dernier. L'objectif, s'inscrire dans la politique de diversification des instruments financiers pour réunir les ressources nécessaires au financement du budget. Ange Bijonomegno. Le Trésor ivoirien lève des fonds sur le marché financier de l'UEMOA. De janvier 2020 à fin février, elle a mobilisé plus de 121 milliards de francs CFA à titre d'emprunt obligataire. La mobilisation de ces fonds entre dans le cadre du Project Bonds qui vise à diversifier les instruments financiers.
plus de la moitié doit être mobilisée sur le marché régional. Cela a plusieurs avantages. Déjà, c'est en monnaie locale. Donc, on n'a pas les risques de taux de change là-dessus. Sur le marché local également, compte tenu du fait que la signature de la Côte d'Ivoire est relativement une des meilleures de l'UEMOA. Bon, là aussi, ça permet souvent de faire ces mobilisations-là à des taux relativement intéressants. Pour l'État de Côte d'Ivoire en 2020, le besoin de financement sur les marchés financiers est estimé à 1494,4 milliards de francs CFA. Sur le marché financier régional de l'UEMOA, il est établi à 1001,5 milliards de francs CFA. Non, il y a des plans de mobilisation qui sont établis. Bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de grosses difficultés pour la mobilisation sur le marché régional. L'autre moitié qui sera recherchée sur le marché international, là également, les dispositions vont être prises pour que ça puisse se faire. Mais jusque-là, les sorties de la Côte d'Ivoire sur le marché international se sont relativement bien passées. L'économie ivoirienne continue d'afficher de bons indicateurs. La croissance du produit intérieur brut réel était de 7,4% en 2018 et 2019. Elle pourrait rester supérieure à 7% sur la période 2020-2021. Au Soudan du Sud, les négociations concernant la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale tournent au ralenti. Le 21 février dernier, le président Salva Kiir et l'ancien chef rebelle Riek Machar s'étaient entendus pour gouverner ensemble, comme prévu par l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba. Riek Machar a été nommé en tant que vice-président. Le gouvernement devrait être composé de 35 ministres et de 10 adjoints. Mais les obstacles restent nombreux, notamment au niveau du partage des postes ministériels. La méthode proposée par l'accord de paix n'a pas été respectée et pour cause, le gouvernement aurait perdu des postes clés selon un opposant. Un premier obstacle s'est dressé lorsque le mouvement populaire de libération du Soudan en opposition a reproché au président Salva Kiir de vouloir récupérer les ministères principaux, soit ceux de la défense, de l'intérieur, du pétrole et des finances. Après d'intenses pourparlers, un accord a été trouvé, mais cette fois-ci c'est l'alliance d'opposition du Soudan du Sud qui freine le dossier. Le mouvement, qui devait obtenir 3 ministères, est mécontent de la répartition et des salaires. Mobilisation d'une cinquantaine de syndicats au Burkina Faso. Ce samedi 7 mars, les manifestants ont exprimé leur mécontentement face à l'application de l'impôt unique sur les traitements et les salaires. Selon les travailleurs, cette mesure, appliquée le 20 février dernier, a engendré une diminution de leurs revenus. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Forte mobilisation dans les rues à Ouagadougou au Burkina Faso où les syndicats ont donné de la voix en battant le pavé ce samedi 7 mars 2020. Une mobilisation totale qui sonne comme un avertissement lancé à ce que les syndicats ont qualifié d'inconséquences des autorités, notamment dans la gestion de la crise liée aux réformes fiscales de la loi de finances 2020. Ce sont des messages que nous adressons au gouvernement pour leur dire d'arrêter leur politique antisociale. Ce sont des messages que nous adressons à l'Assemblée nationale pour leur dire de se réveiller et faire en sorte que les contenus des lois qui sont votées soient des lois non seulement légitimes, mais qui prennent en compte les aspirations profondes des travailleurs, des populations, donc du peuple, en compte. À l'origine de la crise, l'élargissement de l'impôt unique sur les traitements et salaires IUTS aux agents publics, à l'image des travailleurs du privé, une mesure appliquée en février 2020 et qui, selon les travailleurs, a entraîné une diminution du salaire qui varie de 1000 francs CFA à 200 000 francs en fonction des catégories. Une indignation pour ces derniers qui dénoncent un saccage de leurs conditions de vie dans un contexte où de nombreux dossiers en suspens et liés à des malversations ont fait perdre à l'État plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Vous observez aujourd'hui ce qui se passe au niveau de ce pays avec ce régime-là. Ce régime-là n'a aucune pitié pour les plus pauvres. Ils sont dans une logique de pressuriser les pauvres et engraisser les plus nantis. Les gens veulent jouer avec les travailleurs, avec la population en général. Puisque vous ne pouvez pas continuer à détourner de l'argent, à dilapider de l'argent comme vous voulez, et vous voulez ramener ça sur la tête des travailleurs. Les syndicats l'ont annoncé, ils seront fermes sur la question. Ils appellent au respect pur et simple de la loi en vigueur et à la suppression de la réforme.
Une série de manifestations dont une nouvelle marche est prévue dans ce cadre du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2020. Nous partons à présent à la rencontre de Kasiva Mutua, une musicienne originaire du Kenya qui joue du tambour, un instrument longtemps monopolisé par les hommes. Kasiva Mutua est parvenue à casser les codes. Après un long combat, elle a su s'imposer sur les grandes scènes de son pays, mais aussi à l'international. Zara Mohamed Mutua. Kasiva Mutua, aujourd'hui âgée de 31 ans, savait depuis son enfance qu'elle avait une relation particulière avec le son et le tempo. Une relation qui l'a propulsée au rang de première percussionniste féminine du Kenya, un pays où le tambour a longtemps été considéré comme un instrument réservé aux hommes. Je suis une percussionniste, mais à certains endroits, il faut mettre ce nom de femme percussionniste en évidence, comme par exemple lorsque vous postez en ligne le hashtag femme percussionniste. C'est un peu comme un tag et c'est devenu d'une certaine façon comme un titre. La musicienne a persisté. Aujourd'hui, elle se produit sur les scènes internationales. En 2016, elle a même fait une tournée en Europe avec le collectif The Nile Project. Et pour faire évoluer les mentalités autour de sa profession, en 2017, Kasiva Mutua a consacré un TED Talk sur l'importance d'enseigner le tambour aux jeunes garçons, mais aussi aux jeunes filles. J'ai réfléchi, vous savez, comment puis-je redonner à cette scène qui m'a nourrie ? Et je me suis dit, vous savez, je pense que je vais créer un groupe de percussionnistes entièrement féminins. J'ai donc lancé un appel sur les réseaux sociaux et j'ai dit qu'il y avait peut-être des femmes qui voulaient jouer de la batterie, qui avaient l'impression d'avoir une vocation comme la mienne, alors je leur ai tendu la main. 2 filles ont répondu à l'appel et c'est ainsi que Motra est né. Motra signifie rythme moderne et traditionnel. Depuis 3 ans, le collectif basé à Nairobi propose des cours et un mentorat destiné aux femmes intéressées par le tambour. Une initiative saluée par de nombreuses musiciennes en herbe qui cherchent elles aussi à se frayer un chemin dans la profession. La problématique des violences faites aux femmes est au cœur de son roman. Juliana Diédiou est l'auteure de Un choix impossible entre chic, chèque et choc, un ouvrage qui aborde la maltraitance dont sont victimes les femmes dans certaines communautés d'Afrique. Avec son œuvre, la romancière parvient à briser certains tabous. Un reportage de notre correspondant Eladjine Ndiaye. La question des violences faites aux femmes tient à cœur la romancière Juliana Diédiou. C'est pour cela, dans son ouvrage de 294 pages dénommé « Un choix impossible entre chic, chèque et choc », l'auteur nous plonge dans la réalité, par moments dans la fiction, pour évoquer ce dont souffrent les femmes dans la société africaine. La violence envers les femmes n'est pas que sexuelle, elle n'est pas que physique. Il y a la violence psychologique, il y a la violence économique. La violence économique, elle est encore, je pense, plus répandue en Afrique. Ainsi, la jeune écrivaine pointe du doigt les drames cruels que vivent certaines jeunes filles et qui, malheureusement, sont ensevelies dans le cimetière des secrets de la famille. Pour lutter contre la criminalité, les abus et la maltraitance que subissent les femmes, Juliana mise sur l'éducation des femmes comme meilleure arme. Sincèrement, qu'il faudrait miser sur l'éducation. Parce que la femme est le pilier de la famille, c'est elle qui éduque les enfants pour préparer la génération future, en tout cas à ne pas commettre les erreurs qu'on a commises actuellement ou qui sont en train d'être commises. Moi, je pense qu'il faut des femmes éduquées. Pas seulement des femmes éduquées. L'éducation, elle est bonne aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Quand je dis des femmes éduquées, c'est parce que quand on parle actuellement de violence, on sait que les femmes payent un lourd tribut. Alors, je parle d'éducation par rapport aux femmes, mais en général, il faut éduquer les gens. Un choix impossible, c'est l'histoire de Wendy, une jeune femme qui rencontre 3 hommes et dont le cœur balance face au choix difficile qui s'impose à elle. Qui choisira-t-elle entre le chic, le chèque ou le choc? Ce roman parle en général du choix entre le bonheur de soi et le bonheur des autres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.